Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Sky Talks, c'est l'émission qui donne la parole aux innovateurs, aux avant-gardistes du Bitcoin, du Web3, de la blockchain. Aujourd'hui, je reçois Elie Sader, qui est partenaire chez Network Effect. Donc, Network Effect est une entreprise qui onboard les entreprises dans l'utilisation de Bitcoin. Je vais laisser entrer Elie dans le studio pour pouvoir lui poser toutes nos questions. Salut Elie. Bonjour Elodie, comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Très bien. Je suis très contente de t'avoir ici aujourd'hui. La tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité au début pour qu'il nous explique sa rencontre avec Bitcoin. Donc, comment il arrive à rentrer, on va dire, en contact avec cet objet curieux et à en faire son métier aujourd'hui. Donc, raconte-nous ça. Tout à fait. Alors, euh, moi, mon background, il est plutôt technique. Je suis plutôt un ingénieur à la base. J'ai fait 20 ans de télécom et de réseau. Et donc plutôt les réseaux temps réel, des réseaux vidéo avec ce qu'on appelle du mission critical, c'est-à-dire des choses qui doivent être redondées et à 99,99% du temps de, de disponibilité. Et quelque part, ça m'a donné un peu un recul initial et une chance pour pouvoir rentrer dans Bitcoin par le côté technique. Puisqu'en fait, dans ce monde-là, j'ai vécu pendant beaucoup d'années pas mal de guerres de différents protocoles. Et j'ai vu en fait de première main, pour avoir produit et installé différents types de réseaux, comment certains réseaux qui sont basés sur des protocoles plus ouverts, parfois plus chaotiques, comme le protocole IP, en fait, allaient largement s'imposer contre d'autres protocoles qui étaient peut-être un peu plus top-down, un peu plus théoriques. Donc, c'était un point intéressant qui m'a fait assez vite comprendre l'intérêt de Bitcoin et du protocole Bitcoin. Et puis, j'ai aussi vécu tout ce qui était ce que j'appelle le scale-out, c'est-à-dire des réseaux comme le réseau IP ou d'autres, qui vont en fait croître avec la taille des nœuds du réseau. Typiquement, le parallèle que je pourrais faire, c'est avec le réseau Lightning. Le réseau Lightning, lui, il n'a pas d'état unique. Simplement, on rajoute des canaux, on peut faire des îlots qui sont séparés, qui peuvent être connectés. Et la capacité totale du réseau augmente en fait avec le nombre de nœuds. Ce qui est complètement différent de tout ce que vous pouvez voir par ailleurs dans ce que je n'aime pas trop, qui est le monde des blockchains en général, qui sont donc des états centralisés et qui n'ont pas vraiment de scalabilité. Donc Lightning, pour la partie transaction paiement, moi, m'a beaucoup convaincu. Et comme j'avais ce recul, en fait, ça m'a permis de tomber assez rapidement dedans. Et donc, il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contenu qui était disponible pour les particuliers pour apprendre Bitcoin, découvrir la technologie, les protocoles, les personnes, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup de contenu pour les entreprises. Et donc là, je me suis dit, avec mon background plutôt B2B et stratégie, il faut commencer un petit peu l'éducation et offrir du contenu. Et donc, c'était un petit peu l'idée derrière Network Effect, hein, donc lancer une initiative de création de contenu et d'être capable de fournir aux entreprises du conseil sur mesure pour rentrer dans Bitcoin, parce qu'en fait, et on en reparlera, mais je pense que toute entreprise qui utilise Internet aujourd'hui utilisera Bitcoin demain. Et le challenge, ça va être de se dire comment on peut prendre une entreprise lambda aujourd'hui avec tout sa stack IT, toute sa stratégie commerciale, et comment on va faire pour la transitionner pour aller sur Bitcoin et devenir une entreprise Bitcoin. Et qu'en même temps, elle reste focalisée sur son cœur de métier. Son cœur de métier, c'est pas Internet, c'est pas forcément comprendre comment marche Internet. Ça sera la même chose avec Bitcoin. Bitcoin, ce sera un outil, ça sera pas forcément l'objectif de l'entreprise que d'être forcément très très versé techniquement. Donc voilà, et donc j'ai envie de dire, c'était l'idée derrière Network Effect. On a fait des podcasts avec Jacques sous la bannière Bitcoin for Business, où justement on va balayer les cas d'usage assez simples en pratique, en profondeur. Comment prendre des paiements en Bitcoin, comment faire avec sa trésorerie, comment faire avec son comptable, quelles sont les solutions de paiement pour l'e-commerce, etc., etc. Et puis pour terminer, j'ai envie de dire,
ce qui m'a fait rester, ce qui m'a fait entrer dans Bitcoin, c'est vraiment la promesse de scalabilité de Lightning. Et ce qui me fait rester, c'est le fait qu'aujourd'hui, majoritairement, quand je vois la scène des gens qui sont sur Bitcoin, il y a beaucoup d'esprits très brillants. Et je suis attiré par voilà, les points de vue un peu différents et des gens qui sont capables d'aller en profondeur, ce que je ne retrouve pas ailleurs. Et je pense que la difficulté, soit on est intuitif, moi je suis un petit peu intuitif, mais si on n'est pas très intuitif, la difficulté pour rentrer dans Bitcoin, ça va être le besoin. Alors certains appellent ça le besoin de désapprendre, et moi je dirais plutôt c'est le besoin d'être capable de faire des ponts entre des verticales de savoir complètement aujourd'hui cloisonnées, hein, typiquement la philosophie sociale, l'économie, la cryptographie, les ordinateurs, etc. Et peu de gens ont forcément la capacité de relier un petit peu ces sujets. Et je pense que c'est un petit peu, c'est ça qui est très enrichissant parce qu'on a beaucoup d'esprits brillants sur toutes ces verticales. Mais rentrer dans Bitcoin, ça demande un petit peu un travail. C'est tout à fait vrai. Ce que je retiens dans ton propos, il y a l'aspect réseau qui t'a beaucoup intéressé. Et moi, c'est quelque chose que je percevais pas forcément en fait au début en commençant à m'intéresser à Bitcoin. Pour moi, c'était, bah, on va dire un peu classiquement comme on le perçoit dans les médias, une monnaie voilà, numérique. Mais il y a le côté réseau en fait qui, je pense, est fondamental, tout comme pour Internet. Exactement. Alors, bah justement, j'ai choisi le Network Effect pas par hasard, puisque justement, le nombre de connexions entre personnes dans un réseau est plutôt proportionnel au carré du nombre de personnes qu'au nombre de personnes. Donc, si par exemple, vous trinquez un verre et tout le monde fait entrechoque les verres, si vous êtes 5 personnes ou 10 personnes, en fait, vous passez de peut-être une vingtaine d'entrechoquements à une centaine. Et assez rapidement, en fait, le nombre de liaisons se crée. Et ce qui est important, c'est que oui, on utilise des ordinateurs, on utilise de la technologie, un protocole, mais c'est un protocole pour relier les gens. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, plus il y aura de gens dans le réseau, plus les gens pourront, entre guillemets, échanger de la valeur. Et ça, c'est fascinant. Ouais, tout à fait. C'est super fascinant. Et puis, du coup, ça fait que j'ai oublié le nom de cette loi en fait qui disait ça, c'est que La loi de plus. Metcalfe. Voilà, c'est ça, C'est ça. exactement. C'est n fois n-1 sur 2. C'est entre guillemets proportionnel au carré. Exactement. Alors, Donc, non, non, vas-y. non, j'allais dire, c'est une loi qui se vérifie pour pas mal de choses qui sont justement interconnectées. Après, c'est un élément d'éclairage de Bitcoin, ce n'est pas un élément forcément d'explication. Bitcoin peut très bien fonctionner avec le même nombre d'utilisateurs, pour peu que donc, cette base d'utilisateurs convaincus continue à utiliser Bitcoin pour stocker leurs gains de productivité et à échanger entre eux. Donc, c'est un élément d'éclairage qui va participer à la croissance du réseau, mais ce n'est pas forcément un élément nécessaire. Bon, en tout cas, on remarque quand même que le nombre d'utilisateurs, en fait, enfin, plus j'ai l'impression on a de personnes qui entrent Bitcoin dans leurs usages, plus la valeur du réseau, en fait, augmente au final. Et bah, ça se voit. Enfin, je ne sais pas si le cours est la meilleure façon, en fait, de le voir, mais je dirais plutôt le hash rate, en fait, qui. Tout à fait, parce que le hash rate fait partie d'une métrique du réseau Bitcoin en lui-même, alors que le protocole n'a aucune connexion avec le cours exprimé en monnaie fiat. C'est Le ça. but de Bitcoin, c'est de pouvoir d'échanger de la valeur avec la valeur, d'échanger un appartement contre du Bitcoin, de la viande, n'importe quoi. Le but, c'est vraiment échanger de la valeur contre de la valeur et pas échanger de la valeur, donc le fruit de son travail, contre une valeur qui est, entre guillemets, décrétée comme étant une valeur par une autorité quelconque et qui, en fait, ne la garde pas dans le temps, et ce qui est un gros problème, notamment si vous êtes
petit commerçant, vous avez un cœur de métier, le boulanger, vous vous levez le matin, la monnaie traditionnelle vous force à être, entre guillemets, à devenir investisseur entre 23 heures et minuit, parce que si vous gardez vos euros, en fait, ils fondent comme neige au soleil avec la nouvelle monnaie imprimée. Donc C'est ça. c'est assez pervers, surtout pour ceux qui sont loin des robinets et des systèmes financiers et qui ne cherchent qu'à juste échanger de la valeur contre de la valeur. Exactement. C'est que du coup, ça permet de mieux stocker en fait le fruit du travail. Exactement. Et le fruit du travail, c'est le capital. Et le capital dans notre société, c'est quelque chose qui est un gros mot. C'est diabolisé, alors qu'en fait, on confond le capital avec le capitalisme de connivence, pour Mm. lequel il y a beaucoup de dérives, qui créent, je pense, pas mal de problèmes dans la société. Et en fait, on pointe du doigt plutôt en fait, le capitalisme de connivence. Euh, en faisant l'amalgame avec le capital. Alors que le capital, c'est juste, on travaille dur, on ne dépense pas tout de suite parce que justement demain, on a des projets, demain, le futur est incertain et on a besoin de garder le fruit de son travail sans être expert investisseur financier, etc. Et il faut un véhicule, et le véhicule le plus simple, c'était la monnaie. Ça aurait dû le rester, et en tout cas, les bitcoiners proposent une alternative pour ceux qui souhaiteraient l'explorer. C'est clair. Euh, et du coup, quels sont pour toi les bénéfices immédiats quand on est, par exemple, parce que tout à l'heure, enfin, tu as un peu déjà, je pense, anticipé la réponse à la question. Si on est une PME, c'est quoi le bénéfice immédiat en fait qu'on peut tirer de Bitcoin? Les, les, Si je fais la comparaison avec Internet, Mm. quand Internet est arrivé, les premières entreprises se demandaient que faire avec Internet. Et les choses les plus simples, en fait, c'était avoir un site web, donc avoir une première présence. Et le parallèle avec Bitcoin, la première présence, ça serait détenir du Bitcoin en trésorerie et commercer, accepter les paiements en Bitcoin. Alors, pour la trésorerie, il va falloir prendre beaucoup de précautions. Je pense qu'on reviendra dessus. Mais on ne va pas mettre, surtout si on est une entreprise, on ne va pas mettre n'importe quelle partie de sa trésorerie dans Bitcoin. Mais l'idée, c'est, pour en revenir au capital, on va stocker une partie du fruit du travail de l'entreprise dans Bitcoin pour pouvoir, dans un certain horizon de temps, réaliser des projets et aussi avoir de la réserve face à l'incertitude du futur. Et le deuxième, le deuxième intérêt d'avoir du Bitcoin en trésorerie, c'est ce que j'appelle le degré de liberté, de pouvoir disposer, entre guillemets, de son argent comme on le veut, puisqu'aujourd'hui, si on est dans le système bancaire, tout est soumis à autorisation, les virements sont assez lents, hein, on parle de plusieurs jours, parfois ça ne marche pas pendant les soirs et le week-end, etc., etc. Donc on est assez prisonnier, j'ai envie de dire, du système bancaire tel qu'il est. Donc c'est un degré de liberté on pourra revenir dessus, mais donc, qui offre certains avantages. Et puis, donc, je l'ai dit, accepter les paiements, hein, donc c'est pouvoir, par exemple, vendre, si on fait du commerce, vendre ses produits en Bitcoin avec les avantages que ça procure. Et en général, après, à plus haut niveau, l'idée, c'est plutôt de se dire, je suis une entreprise, il faut que je m'empare de cette nouvel espace d'innovation, et quels vont être les modèles économiques que je vais pouvoir utiliser. Est-ce que ce sont les mêmes modèles économiques, ou il y a peut-être des nouveaux modèles économiques à imaginer avec ce nouvel outil? Et en tout cas, sortir du cloisonnement, j'ai envie de dire, dû au système bancaire actuel, qui forcément indirectement cloisonne certains modèles économiques. Donc concrètement, il y a tout type d'usage. J'allais te poser la question après de savoir est-ce que c'est réservé à des entreprises spécifiques ou pas, mais de ta réponse, en fait, je comprends que les cas d'usage sont larges. Certains sont basiques, comme avoir un site web, si on prend le parallèle, c'est ouvert à tout le monde. Donc,
les premiers pas, donc trésorerie et accepter les paiements en Bitcoin, c'est ouvert à tout type d'entreprise selon toi? Oui, oui, pour moi, c'est l'équivalent d'Internet. Mmh, Si une entreprise utilise Internet aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'elle n'utilise pas Internet, Bitcoin demain. Donc, toute entreprise Internet aujourd'hui deviendra une entreprise Bitcoin dans un temps très long, mais ça sera le cas. Et si je vais même plus loin, j'ai envie de dire que tout individu est une entreprise. Euh, toute personne qui souhaite en fait pouvoir commercer facilement, rapidement, et parfois même dans des pays pas forcément très développés, le fait de ne pas avoir à passer par la phase d'approbation, d'avoir un compte en banque pour pouvoir prendre des paiements, de pouvoir dire, moi, je vais, entre guillemets, générer un nombre très grand qui va devenir ma clé Bitcoin, avec lequel, avec un simple téléphone, je peux proposer un paiement et recevoir en direct la propriété du Bitcoin contre mon service. Ça permet à n'importe quel individu de participer dans l'économie. Et participer à l'économie, ça veut dire pouvoir accéder à un logement, accéder aux soins à l'hôpital, etc. Donc, pour moi, c'est un outil d'émancipation. Alors oui, dans le monde, enfin, j'ai envie de dire, dans le monde occidental, il y a clairement une séparation entre l'individu et puis la personne morale qui est une entreprise. Mais je pense que l'idée derrière, elle est cachée, c'est tout le monde est une entreprise. Ouais. Donc effectivement, ces 2 premiers paliers sont accessibles à tout le monde et moi, ce que tu me dis, ça fait écho avec, d'autres invités que j'ai eus, dont un bitcoiner, maximaliste qui vit à Abidjan et qui m'a fait la démo d'un portefeuille, bitcoin qui s'appelle Machonkura, qui peut être utilisé, en fait, sur un téléphone, très, très low cost, sans internet et donc qui pour lui, en fait, il se disait: «C'est vraiment la partie inclusive de se dire n'importe qui» parce que les gens, en fait, là-bas, souvent, c'est je travaille, enfin, c'est au jour le jour, quoi. Et puis, effectivement, l'individu n'est pas séparé de l'entreprise parce que c'est ce que je gagne, en fait, le matin qui me permet de manger le soir. Donc, enfin, voilà, Je j'ai pense que ça toujours a vu. toujours été le cas, hein, dans le Mmh, sens où avant la monnaie, n'importe qui pouvait échanger. mmh, Avec la monnaie, on a eu un moyen d'échange et un registre partagé. Mais avec la monnaie, n'importe qui pouvait, entre guillemets, vendre son service contre des pièces ouais, ou des perles ou ce qu'on veut. Mais c'était déjà le cas, l'inclusivité était déjà le cas. Simplement, on ne fait que retrouver cette propriété qui avait été perdue par le fait qu'on a un système où il fallait voir quelqu'un avec un col blanc, un costard et demander la permission de pouvoir avoir un compte en banque. c'est ça. Si même l'infrastructure existe, hein, parce que je regardais hier soir, je voyais un post sur l'Indonésie où en fait, il y a pas mal de développement de Bitcoin, tout simplement parce que l'infrastructure bancaire n'est pas déployée ou accessible. C'est ça, bah, déjà, des fois, ça devient. C'est vrai que, on va dire, en Occident, on perçoit moins, en fait, cette difficulté. Mais il y a d'autres pays où l'infrastructure même n'existe pas. Donc, pour eux, Bitcoin, ils le voient moins, en fait, comme un outil de thésaurisation, en fait, que plus comme un moyen d'échange. Tout à fait, tout à fait. Et dans tout ça, Lightning, parce qu'au début, tu disais que en fait, avec Lightning, enfin, tu as évoqué Lightning au début. Et donc, en quoi le Lightning Network change la donne, en fait, pour les transactions, notamment les transactions marchandes? C'est une très bonne question. Peut-être premièrement refaire un petit point sur Lightning. Lightning, en gros, si je résume, c'est pour des transactions instantanées sur Bitcoin. Simplement, ce sont des transactions qui ne sont pas publiées, ce qui permet d'en faire beaucoup, des milliers, des millions, avant de la publier sur la chaîne, et donc d'offrir une couche de scalabilité à Bitcoin, parce que Bitcoin, le réseau, lui, il est assez lent, hein. On parle de 10 minutes ou plusieurs dizaines de minutes pour faire une transaction. Et puis, il y a des frais, alors que sur Lightning, ça va être, entre guillemets, instantané et très peu cher. Alors, donc, si on peut peut-être prendre un slide que j'avais déjà préparé. Ça marche. Alors, euh,
Attends, je vais les faire passer. Tu me diras lequel, là. Je, je le cherche en même temps. Hum, Ça serait le numéro, euh, le numéro 11. Numéro 11. Allez, Ouais, hop, en fait, là. c'est là où je reprends un peu. Alors, j'ai fait une conférence là-dessus, c'est la conférence du B-Only sur l'économie et Lightning. Ouais. Et en fait, la première partie de la conférence, je reprends un peu. Donc, c'est vraiment orienté entreprises dans le monde occidental qui sont donc dans le système bancaire actuel. Et je prends un petit peu les limitations qui existent. Alors, typiquement, les frais de carte bleue aujourd'hui, euh, on a des frais de carte bleue. Alors, quand je dis carte bleue, je pense aussi au réseau Visa qui est beaucoup plus cher. Hum, Visa, Stripe si on fait du commerce en ligne, etc. Donc, on a des commissions hein, et on peut rapidement aller proche des 2% de frais. Donc, ce sont des frais qui sont prélevés, en, payés, alors qui sont payés en fait par le commerçant pour pouvoir utiliser les réseaux pour accepter les paiements. Donc, à l'échelle globale, ça représente 2200 milliards par an. 2200 milliards, c'est l'équivalent du PIB de la France ou un dixième du PIB des US. hum. Avec Lightning, on pourrait réduire largement de 50 à 90% selon les chemins ces frais. Donc, c'est en fait une sorte de taxe sur l'économie productive qui pourrait être évitée ou réduite très fortement. Ensuite, on a le plus important et quelque chose qui, moi, m'a mis un peu de temps à comprendre avec Bitcoin, l'importance de la finalité. C'est-à-dire que le paiement, lui, le paiement classique Visa carte bleue, il a 5 étapes ou 7 étapes et peut-être une dizaine d'intermédiaires. Il met entre peut-être 2 à 5 jours avant d'arriver vraiment dans le compte final. Mmh. Même si effectivement on a une interface qui nous dit que le paiement était accepté, mais en fait il y a une sorte de règlement entre les différents acteurs, les banques de l'acquéreur, du prêteur, etc., qui met du temps. Et avec Bitcoin, la finalité est immédiate. D'ailleurs, l'intérêt, c'est que l'argent est disponible pour pouvoir tourner à nouveau. Donc, on n'est pas payé à 30 jours, on n'attend pas qu'un un établissement de paiement nous paye quelques jours plus tard, etc. Donc, ça permet en fait de faire bouger l'argent beaucoup plus rapidement. Cette Et une fois rapidité. que c'est fait, il n'y a pas de retour arrière possible. Non, alors Ouais. c'est l'avantage et l'inconvénient. L'avantage pour le Mmh, commerçant, c'est qu'une fois qu'il est payé, il est payé. mmh, Par contre, il n'y a pas de mécanisme pour revenir en arrière. Donc, s'il y a une dispute entre le commerçant et le client, effectivement, il faut avoir d'autres systèmes derrière pour pouvoir le résoudre parce que mmh, une fois que le paiement a été fait, c'est fait. Il y a la fraude, donc dans le système bancaire, notamment l'e-commerce. Hein. mmh. L'e-commerce, c'est 90% de la fraude. Ça représente 28 milliards. Et il y a surtout ce dont on vient de parler, la rétrofacturation. Il y a une dispute. Et en fait, beaucoup d'établissements de paiement gagnent beaucoup plus d'argent en fait, sur les frais qu'ils vont faire pour résoudre les disputes que sur les frais qu'ils prennent pour les transactions. Ça peut représenter plus de 50% de leurs revenus. Et donc là, c'est de la charge mentale, du temps perdu pour le commerçant d'avoir en fait à rentrer dans un process de dispute pour des questions de rétrofacturation. Ça, c'est quelque chose. Donc la fraude avec Bitcoin, on ne va pas l'avoir. On peut avoir d'autres choses gênantes comme des canaux qui se ferment, mais simplement, il suffit juste d'avoir un autre canal ou un autre moyen. C'est pas très, c'est peu courant et encore une fois, là, on ne parle pas de fraude, mais il peut y avoir d'autres types de problématiques. Euh, il y a l'abandon de panier, puisque pour terminer un paiement sur Internet aujourd'hui, il faut sortir son téléphone et recevoir le code. Le code peut ne pas arriver à temps, on n'a pas son téléphone, etc. Donc c'est quelque chose. Alors, certains commerces seront très sensibles à l'abandon de panier, d'autres beaucoup moins, ça va dépendre. Il y a des montants minimums. Beaucoup de fois, hein, on connaît tous les magasins qui ne prennent pas la carte bleue en deçà d'un certain montant. Oui, Donc, je pense que ça aboutit à des aberrations tarifaires. Typiquement, en fait, comme on ne peut pas vendre quelque chose à 10 centimes, eh ben, on vous propose d'acheter un pack de 20 ou de 30 pour 2 euros. c'est Et en ça. fait, moi, j'ai juste besoin un item, mais je ne peux pas en acheter moins parce que le commerçant, lui, est prisonnier, il ne sait pas faire autrement. Donc, Et puis c'est. surtout, des fois, nous-mêmes, on achète, moi je l'ai déjà vécu,
dans des petites épiceries, bah, du coup, comme tu es obligé d'atteindre 10 euros en fait, pour utiliser la carte bancaire et que tu n'as pas de distributeur à la ronde, bah, tu gonfles ton panier pour pouvoir acheter le seul truc que tu étais venu qui coûtait 1 euro. C'est une technique de vente aussi, donc bon, ça, Voilà. c'est encore autre chose. Mais effectivement, pour moi, ce sont des effets de bord. Donc, Ouais. l'idée, c'est de dire, il y a un autre espace avec d'autres propriétés et ça peut être super intéressant pour le commerçant et pour le client. Donc voilà. Et puis, il y a l'histoire de l'autorisation ou la préautorisation. Donc, pour faire un paiement, en fait, quand on rentre sa carte, son code, etc., bah, parfois ça mouline, ça passe. On peut compter, hein. Moi, je m'amuse à compter. Parfois, c'est des dizaines de secondes. Donc, il y a toute cette histoire de préautorisation. Donc, on doit demander la permission à quelqu'un pour utiliser son argent, mais même le système en lui-même n'est fiable que s'il peut faire certaines vérifications. Et donc, le corollaire, c'est le système est lent. Il y a cette étape qui prend des secondes. Et si on se dit qu'on est passé, par exemple, à la monnaie papier par rapport à l'or, en partie grâce à la rapidité qu'offre la monnaie papier, puisqu'en fait, on a un compte dans une banque et les banques entre elles font les comptes à la fin de la journée ou près de la banque centrale. Cette rapidité a fait que la monnaie papier scripturale a été en fait supérieure comme moyen d'échange, puisqu'on peut augmenter la fréquence et la rapidité des échanges. Et là, en fait, avec Lightning, on va aller gagner un fois 100, fois 1000 sur cette vélocité. Et donc là, je pense que ça ouvre la porte à tout ce qui est une économie encore plus temps réel. Hein. Tout simplement, si on regarde d'un aspect réseau, Ouais. on se balade sur Internet, il y a des données qui vont et qui viennent en temps réel. Pourtant, le paiement, lui, il va être super lent et avec une expérience utilisateur, je trouve, très mauvaise. Et il y a un espace d'innovation qui est gigantesque dû aux propriétés de Bitcoin et Lightning. Et puis après, on l'a évoqué, hein, donc le besoin d'avoir une carte bleue ou un compte en banque. Donc il y a des gens qui ne sont pas bancarisés. Donc ça, en Europe, c'est 13 millions. C'est 1,7 milliard sur Terre. Donc c'est pas forcément négligeable. Et puis là, ce qui m'est très cher aussi, c'est ça a à voir avec notamment, c'est l'e-commerce en général et encore plus l'abonnement en particulier, c'est le besoin de créer un compte. Je n'ai pas besoin de créer un compte pour acheter une pomme au marché, un journal au kiosque. Et aujourd'hui, quand je vais acheter un outil de jardinage, il faut que je crée un compte, que je donne même ma date de naissance, Ouais. plein d'informations, alors que il n'y a pas besoin. Le commerçant, lui, il n'en a rien à faire. Hein, il est juste obligé par une régulation à le faire. Et le besoin de créer un compte crée aussi une fatigue. Ouais. En fait, je vais abandonner des achats parce qu'on me demande encore de créer un compte, que c'est compliqué, ça va prendre du temps. Il faut que je me souvienne du mot de passe. Si c'est un abonnement, il faut que je me rappelle d'annuler, etc. Donc il y a plein de problématiques qui, je pense, sont des frictions. Je ne dis pas que c'est une alternative unique, je dis juste que c'est complémentaire dans l'espace de choix du commerçant et du client. Ouais. Et si tu ne crées pas de compte, tu n'as pas besoin de donner tes informations personnelles. Et donc, il ne se constitue pas des bases de données avec ton nom, ton adresse et ce que tes préférences, Ouais. qui sont soit revendues sans te demander ton autorisation, soit qui vont se faire pirater. Et en fait, j'attire l'attention toujours autour de moi sur le danger, le fait qu'un jour, il y a eu d'ailleurs le cas récemment, je crois qu'on parlait pas de centaines de millions de mots de passe, mais de 1,6 milliard de mots de passe qui ont fuité. Ouais. Et en fait, imagine la base de données avec tous tes comptes, tous tes mots de passe, tout ton historique sur l'ensemble des choses que tu fais. Ça peut t'impacter négativement, mais il y a même, je pense qu'il y a des gens, et je crois que ça commence à arriver, c'est un peu ma hantise, c'est qu'il y a des gens qui ne pourront plus avoir une vie numérique normale parce qu'il y aura trop d'informations sur eux qui aura fuité. On en voit les prémices et voilà, de temps en temps, je poste là-dessus parce que je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas des secrets à cacher, mais des données à protéger, à protéger de la fuite, etc., etc. Donc,
avec Bitcoin Lightning, on peut en fait se connecter, on se connecte avec son portefeuille. Oui, Quand on se reconnecte, on est reconnu par le même portefeuille. Donc on peut avoir des préférences, on peut avoir plein de choses, mais on n'est pas obligé de décliner son identité. On est connecté avec son portefeuille, donc on peut payer. Le commerçant, lui, il veut juste être payé. Il c'est ne ça. demande pas vraiment beaucoup plus. On peut avoir des préférences, on peut avoir des cartes de fidélité chez le commerçant, etc. Mais on n'est pas forcément obligé de décliner son identité. On laisse le choix au commerçant de collecter ou non l'identité pour faire son business, et le client peut choisir ou non de faire son business chez un commerçant qui demande ou pas son identité. Et je pense que la concurrence et l'alternative sont très saines en fait. Donc voilà un petit peu. Et puis il y a la dernière limitation, un frais de change à l'international, mais ça c'est assez bien compris. Si on fait business sur Internet, Je sais. on sait que c'est quand même pratique de pouvoir avoir une monnaie native universelle à Internet. Voilà. C'est ça. Et puis surtout, en fait, pour des gens qui sont dans des pays où la monnaie, en fait, n'est pas forcément la monnaie la plus utilisée. Je prends l'exemple toujours du franc CFA. Bon, je suis natif de Côte d'Ivoire, donc je vois très bien, en fait, ce que c'est d'avoir une monnaie où, pour l'utiliser, il faut forcément passer par l'euro. Donc, tu as double peine. Oui, et puis parfois, euh, par exemple en Afrique, moi ce que j'ai compris, c'est que si tu es un marchand et que tu vends à l'international ton produit en dollars, avec Stripe, ensuite, il faut que les dollars de Stripe, ils arrivent dans une sorte de banque locale, et la Mhm. connexion n'existe pas forcément, elle n'est pas forcément rapide, le taux de change n'est pas forcément intéressant, et peut-être que toi derrière, tu veux le faire ressortir, et donc en fait, c'est un petit peu lent, compliqué et cher. Et donc, Tout à fait. c'est tout ça qu'on peut améliorer. Exactement, c'est lent, compliqué, cher et des fois on peut perdre jusqu'à 10% dans tous les échanges, hein, donc c'est énorme. Ouais, C'est c'est trop. oui. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que Lightning est assez mature et stable pour un déploiement à grande échelle? Est-ce que si par exemple, en fait, on a une explosion de l'utilisation du Lightning, est-ce qu'aujourd'hui le réseau, en fait, parce que Bitcoin, on connaît, ça fait une quinzaine d'années, le Lightning est assez jeune comparé à Bitcoin. Donc, est-ce que c'est un réseau qui est assez mature et résilient s'il devait supporter en fait un gros trafic? Alors, c'est la poule et l'œuf. La réponse est oui, mais la réponse est oui parce que le réseau, entre guillemets, la masse d'utilisateurs disponibles aujourd'hui reste, je trouve, trop faible. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Tous les jours, ça monte. Mais de là à dire qu'on a 8 milliards de personnes sur le réseau Lightning ou qu'on l'aura rapidement, c'est pas vrai. Euh, pour sa taille de réseau aujourd'hui, Lightning est super efficace, il est rapide, il est beaucoup plus stable. Les échecs de paiement maintenant, c'est extrêmement marginal et il suffit juste de réessayer parfois. Donc, beaucoup de l'innovation sur les wallets, les systèmes de paiement, etc., se font sur Lightning et c'est extraordinaire de voir ce qui sort. Et ça, tous les mois, hein, il y a des nouvelles solutions et c'est même un petit peu difficile d'être au courant de tout ce qui se fait. Donc, pour moi, on est super bien en termes de stabilité, rapidité, etc. Mais le réseau va se construire au fur et à mesure. C'est facile et rapide d'ouvrir des nœuds et des canaux. Il faut juste pas forcément attendre aujourd'hui qu'on ait une réserve d'utilisateurs, encore une fois, qui soit disponible énorme. Donc ça va grandir. Mais on avait le même problème, pour reprendre Antonopoulos, avec la voiture, hein. Il n'y a pas assez de voitures pour justifier de faire des routes. Et il n'y a pas assez de routes pour justifier de construire des voitures. Et pareil avec l'électricité, hein, il n'y avait pas de réseau électrique, donc ça ne justifiait pas d'électrifier des bâtiments. Et puis il n'y avait pas assez de bâtiments électrifiés pour justifier de construire un réseau. Donc c'est la poule et l'œuf, et ça se construit au fur et à mesure. Et ça se construit, je pense, de manière saine dans un environnement concurrentiel, en fait. Donc petit à petit, Lightning fera son nid, je pense. Ou Lightning ou d'autres solutions de scalabilité sur Bitcoin qui pourraient être soit transitées sur Lightning ou adjacentes ou compatibles, etc. Donc, mon propos n'est pas limité à Lightning, c'est juste de dire Lightning, c'est tellement
c'est des centaines de fois plus rapide, moins cher, plus efficace, etc. On est dans une disruption. On peut, puisque c'est un protocole sur le protocole Bitcoin, rien n'empêche d'imaginer qu'il y aura d'autres protocoles sur Lightning ou à côté de Lightning. Oui, À partir du moment où on a ces caractéristiques techniques d'efficience, je pense que le système actuel vit ses dernières dizaines d'années et ça va prendre du d'années. temps, mais il devra faire une transition en tout cas. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres, quels sont les concurrents de Lightning qui sont, on va dire, un peu sérieux que tu as peut-être déjà expérimenté ou tu as entendu parler qui, pour toi, sont Non, prometteurs? alors je vois pas de concurrent au Lightning. Alors Mm. il y a tout ce qui est les mints, hein, Fedimint en particulier, qui en fait va se plugger sur le réseau Lightning, et donc qui permet de faire en fait du Bitcoin dans des, entre guillemets, dans des communautés ou des circuits un peu plus locaux, puisqu'en fait, on va gérer entre personnes un ensemble de Bitcoin pour faire des échanges, mais on peut tout de suite, avec Lightning, ressortir ce Bitcoin ailleurs, vers, par exemple, on imagine un îlot de commerce, un autre îlot de commerce et un troisième, et en fait, Ouais. ces îlots-là, ces mints-là pourront communiquer entre eux. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui existe depuis un certain temps et qui, je pense, je trouve ça très bien intelligent. Je suis curieux d'observer son évolution, à voir quels sont les cas d'usage que ça va emporter. Après, il y a d'autres idées de scalabilité, mais qui, comme Arc, etc., mais qui, pour moi, aujourd'hui, on n'est pas encore, on est très loin des premières transactions en production. Donc, si on fait le parallèle avec Lightning qui a 7-8 ans, j'ai envie de dire, voilà, ça sera probablement plus rapide, mais il faudra quelques années avant que quelque chose de sérieux qui soit suffisamment mature, robuste pour arriver entre les mains d'un commerçant qui, lui, encore une fois, ne doit pas être forcément trop versé dans la technique du Bitcoin, parce que sinon, ça ne marche pas. Si c'est juste réservé aux experts, Ouais. voilà, on n'en est pas là. C'est clair. Justement, ça me faisait penser à une question. Est-ce que, bon, pour un commerçant, hein, je sais que c'est pas le cas, mais une entreprise, on va dire, de taille moyenne qui veut utiliser Lightning, est-ce que elle doit aller jusqu'à avoir son propre nœud, son ou ses nœuds, ou alors elle peut s'appuyer sur des solutions en fait existantes sans problème? Les deux, mon capitaine. Euh, En fait, alors non, pour commencer, il n'y a pas besoin. Mm, Après, moi, j'ai un petit peu une sorte de grille de choix. En fait, ça va dépendre du cas d'usage, du nombre de transactions, des montants de transactions qu'on attend. Donc, si on se lance dans Bitcoin et qu'on veut le faire sans dépenser un euro, juste avec un téléphone, un Swiss mm, Bitcoin Pay, c'est super. On peut prendre les paiements en Bitcoin mm, et on a tout le temps devant soi pour changer son setup, rajouter peut-être un terminal de paiement additionnel ou mm, spécialisé, etc., etc. Donc l'intérêt de Bitcoin, c'est que on a les Bitcoins et les solutions qu'on utilise, en fait, on peut les changer à la volée, puisque derrière, c'est pas comme de changer de banque où ouais, ouais, il faut se désinscrire, etc. Là, c'est juste, on peut faire bouger les Bitcoins à gauche, à droite, on peut même avoir deux solutions de paiement différentes. Il y aura pour des entreprises qui auraient besoin de faire de l'e-commerce à beaucoup plus grande échelle. Là, typiquement, on va commencer à utiliser des solutions professionnelles. Et puis, une fois qu'on a observé qu'on a du flux, de la récurrence, ouais, on peut ensuite s'autoriser de dire, OK, quel est mon coût d'infrastructure? Et y a-t-il une opportunité d'améliorer ce coût d'infrastructure? Faut-il que je fasse certaines choses chez moi? Il y a aussi tout l'aspect sécurité. Est-ce que parfois je laisse des bitcoins dans un endroit du réseau et je ferais mieux peut-être de diversifier les endroits qui détiennent mon bitcoin? Est-ce que je détiens les clés, etc. Donc c'est plus pour moi un process continu au fur et à mesure qu'on observe qu'on a du volume, redéfinir ou raffiner son setup. son setup. Ok. Ouais.
Et après aussi, en fait, si on a plus de transactions, ça permet de réduire, en fait, de désintermédier, en fait, d'être en plus proche, en fait. Là, on parle de stratégie Ouais, d'entreprise. Donc, il y a une stratégie commerciale et il y a une stratégie financière. L'idée derrière, c'est toujours de se dire, il y a un coût d'opportunité. Les choses que je vais faire moi-même, ouais, c'est du temps que je vais passer, par exemple, à tout à monter le fait. nœud et à gérer la liquidité. Et c'est Mmh, peut-être du temps que je devrais passer à faire du meilleur marketing, à aller chercher des clients, à faire par exemple du média, à faire du contenu. mmh, Est-ce que la gestion du nœud Lightning, franchement, pour le coup, je trouve que c'est complexe. Je ne recommanderais pas ça à des TPE, PME, surtout au début. Il faut oui, vraiment être une entreprise de tech sur Bitcoin pour se dire, OK, j'opère mon nœud. Par contre, on peut avoir un nœud qui est plutôt simple. Alors, ce que j'appelle un nœud d'extrémité. Tu vois, tu as les nœuds qui vont faire du routage, et puis tu as les nœuds oui, d'extrémité qui vont pas faire beaucoup de transactions, mais qui vont être disponibles pour envoyer et recevoir. Donc, à un moment ou un autre, ça a tout à fait du sens d'avoir un nœud, mais c'est pas forcément un nœud qui se met au milieu du process de transaction temps réel et quotidien. Parce qu'il faut pouvoir. Ce que tu veux, c'est avoir ce qu'on appelle l'uptime, la disponibilité, le fait que ça ne tombe pas en panne. Euh, et et il y a des solutions. Donc, j'ai fait un épisode récemment avec Pierre Corbin de Flash oui, j'ai qui te regardé, ouais. permet, ouais, qui te permet de prendre les paiements en Bitcoin Lightning sans avoir forcément donc d'intermédiaire. Donc, tu détiens les propres Bitcoins, mais en fait, il y a une partie de l'infrastructure qui peut être opérée pour toi, tant sur la partie wallet que sur la partie boutique. Tout à fait. Donc, Mais j'avais honnêtement, il y a pas mal de choses ça change tous les jours et c'est super intéressant. tout à fait. Justement, en fait, l'un des points que je voulais voir avec toi, c'est qu'on regarde un peu le landscape, en fait, des solutions de paiement en Bitcoin au sens large, hein, avec Lightning y compris. Donc, voir un peu ce qu'il y a. Comme tu disais, ça change tout le temps, mais au moins, donc je crois que tu avais prévu ça dans les supports. Je sais pas c'est lequel. C'est le 12, je crois. Voilà. Ouais. Alors ouais, c'est pas du tout exhaustif, hein. On parle d'un balayage de solutions voilà, qui sont assez connues ou d'autres moins connues. L'idée, c'était de pouvoir proposer une grille pour déjà que les gens comprennent quels sont certains éléments qui pourraient influencer la décision de s'équiper. Et encore une fois, on peut changer facilement, hein. Donc, on peut commencer simple. Et alors, il y a effectivement ce que j'appelle les wallets. On peut prendre un paiement avec un wallet générique, type un Mm, Phoenix Wallet. Donc, ça, c'est facile. Par contre, si on part sur un Swiss Bitcoin Pay qui est lui aussi très facile, on aura des fonctionnalités additionnelles, typiquement la capacité de pouvoir avoir accès à un dashboard commerçant, on peut voir et éditer les factures, on peut mm, faire des exports pour son comptable, etc. Donc, si on est dans une optique purement e-commerce, on peut rapidement en fait passer d'un niveau à l'autre. Et l'idée, c'est euh, de rendre la vie du commerçant la plus facile possible. Euh, on a des applications. Alors, il y en avait une, j'ai fait un épisode dessus, accessing.app, qui est pas mal parce que ça permet de faire de l'événementiel, de la restauration et de faire en ok, même temps de l'euro, du dollar et du bitcoin, mais on a la boutique. d'accord. On a un menu sur QR code, on se connecte, on fait la commande, on paye en monnaie fiat ou en bitcoin. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'il y a des commerçants qui ne souhaitent pas forcément avoir beaucoup de solutions différentes, Ouais. puisqu'il faut en fait aussi former les équipes dessus. Quoique Swift Bitcoin Pay, c'est vraiment le plus simple, hein. Il suffit juste de prendre l'équipement, taper le montant et présenter au client. Donc on n'est pas dans du très compliqué. Moi, c'est celle que je propose souvent à mes clients parce qu'elle est vraiment simple, il n'y a rien à comprendre en fait. Il faut Oui, juste taper quoi. ouais, commerce physique, c'est super. Ouais. Après, si on veut faire du commerce en ligne, on veut s'intégrer avec un Shopify, il y Mm, a d'autres solutions qui vont proposer un plugin. Swiss Bitcoin Pay aussi. Et puis, il y a des solutions qui vont te proposer de faire les produits, donc de créer des paniers,
Ouais. etc. Euh, Ça, c'est super important, hein. Donc, par exemple, un BTC Pay Server, c'est très bien pour ça. Ça demande de la connaissance technique, ce qui Mm. fait que généralement, tu as des ambassadeurs BTC Pay Server qui peuvent être en fait disponibles pour t'aider à monter ton commerce dessus. Euh, on a des solutions aussi comme Pay with Flash qui font un petit peu la même chose, hein. Donc, on peut juste prendre un paiement, faire une facture ou alors créer une boutique et toutes les choses entre les deux. Et puis après, on a d'autres solutions qui simplement te permettent de rajouter un bouton payé en Bitcoin. Ouais. Euh, voilà, aux États-Unis, il y a un Zaprite qui est assez connu avec Parker Lewis qui fait des très très bonnes conférences en anglais sur Bitcoin que je recommande fortement. Donc voilà, après, voilà, ça va être les critères de décision, ça va être est-ce que je veux détenir ou pas les clés du Bitcoin, donc avoir la garde autonome des Bitcoins, ce qui est quand même plutôt recommandé. Est-ce que ça fait Bitcoin Lightning? Est-ce que c'est bien pour la vente physique ou c'est mieux pour l'e-commerce? Mm. Est-ce que j'ai besoin d'un plugin e-commerce comme Shopify, etc. Est-ce que c'est suffisamment simple parce que faut que ça soit simple pour moi? Ou inversement, est-ce que ça supporte beaucoup d'options de configuration parce que j'ai besoin de configurer des choses assez complexes parce que mon business est établi et en a besoin. Voilà, donc il y a plein de critères différents. C'était un peu l'idée derrière ce petit tableau qu'on avait créé à l'occasion. Franchement, il est top. Du coup, Zabright, en fait, moi, j'avais pas entendu parler de cette solution. Donc, comment ça fonctionne? En fait, tu crées un bouton que tu peux rajouter en fait dans n'importe quelle page et puis derrière, tu configures ton wallet, ton compte bancaire, c'est ça? Exactement. Exactement. Tu configures le bouton et tu vas en fait pour le paiement en Bitcoin, tu vas retomber. Ils vont te fournir en fait l'infrastructure, ce qui te permet d'afficher la facture à la volée, Mm. que la facture soit payée et qu'ensuite les Bitcoins reviennent chez toi. Par contre, il faut passer un KYB, c'est-à-dire il faut euh, que tu sois enregistré. En fait, ils sont établissements de paiement, donc ils sont Ouais. soumis à des régulations. Euh, et voilà, donc il y a des, il y a des barrières, j'ai envie de dire, administratives, pas forcément très compliquées, mais qui sont à mettre en place. Ok. En tout cas, et dans ces solutions-là, je sais que Swiss Bitcoin Pay, en fait, ils font la réversion en euros. Moi, souvent, les clients, il y en a beaucoup qui posent cette question parce qu'ils se disent, bah, je veux pas tout garder en Bitcoin, etc. Donc, est-ce que dans le lot, je sais que Pay with Flash, ils le font pas, mais est-ce que il y en a d'autres qui le font? Alors, oui, la conversion, déjà, tu pourrais connecter un Pay with Flash avec un Swiss Bitcoin Pay pour faire la partie en euros si tu voulais. Donc, tu peux Ok, connecter une solution à une autre qui existe, il y en a d'autres, pour convertir en euros. Donc, ça c'est pas un problème. Euh, L'avantage de Swiss Bitcoin Pay, effectivement, c'est que eux, ils le font. Donc, c'est très apprécié. Et il y a des raisons pour lesquelles un commerçant, en fait, aurait besoin de convertir en euros. La première, c'est que, en fait, notamment les plus petits commerces, ils ont en mm, fait un flux de trésorerie qui est tendu. Ils ont des ouais, fournisseurs à payer, ils ont des salaires à payer, et donc euh, ils peuvent pas en fait forcément encaisser la volatilité quotidienne de Bitcoin. Donc ils ont besoin d'avoir tout ou partie de ça qui soit converti en euros. Et puis le fait, enfin, il faut bien comprendre que beaucoup de commerces vont prendre Bitcoin parce que c'est une opportunité d'acquérir une nouvelle clientèle, donc de gagner mm, de la visibilité sur les réseaux, donc de vendre plus, même si au début c'est petit, euh, mais ces propriétaires-là ne sont pas encore Bitcoiners. tout à fait. Et il faut du temps. Et le fait d'avoir justement le bouton qu'on peut régler en disant bah, je garde 90% en Bitcoin ou je garde 90% en euros, c'est très rassurant et ça leur permet d'aller à leur rythme.
Euh, et ouais, donc pour moi, c'est vraiment une super solution. Bah, en tout cas, tu as utilisé le bon terme rassurant. En fait, moi, quand je discute comme ça avec des commerçants ou des chefs d'entreprise, ce bouton-là, c'est comme un doudou hein, pour eux. Hein. Ça rassure tout de suite de oui, au moins, en fait, je peux changer et puis surtout, je peux le faire facilement. Et on va dire, aller jusqu'à devenir un bitcoiner, ça prend du temps. Et puis souvent, ils n'ont pas le temps, en fait, de se pencher dessus, de bien comprendre. Et, mais par contre, Exactement. voilà, il y en a, je suis arrivé dans le magasin de quelqu'un, il me dit, mais oui, mais moi, Bitcoin, je connais, je minais en fait à l'époque, donc je suis partant 100%. Non, mais Ça, c'est... exactement, on décale dans le temps l'exigence de faire le travail de comprendre Bitcoin. Mm, Et quelque part, c'est super intelligent de se dire, je commence en pratique, ça me coûte rien, mm, ça me coûte vraiment zéro d'être référencé sur BTC Map et d'afficher le fait de prendre les paiements. Et ensuite, je peux observer quel type de paiement, quel type de client. Et avec le temps, je peux apprendre, me former et évoluer dans la sophistication de ma solution commerce et de ma compréhension de Bitcoin. Moi, je dis toujours, il faut être dans Bitcoin en proportion de ce qu'on comprend. ouais. Faut pas forcément être pressé, en fait. Si Bitcoin, c'est aussi bien que ce qu'on dit, nous, les Bitcoiners, Bitcoin, il sera toujours aussi bien dans 3 ans. Mm, De se dire, il faut faire que ça soit, il faut qu'on ait tout fait tout de suite parfaitement, etc. Non, ça marche pas. Si c'est vraiment une révolution, la révolution, elle sera toujours là. Par contre, on ne va pas euh, entrer dans la révolution en prenant des cours du soir par soi-même. ouais. On rentre dans la révolution en faisant. On apprend 10 fois plus vite. Donc il faut faire, et c'est facile et pas cher, enfin c'est même gratuit de faire, voilà, d'accepter les paiements. Donc je pense que il faut y aller. C'est ça. Surtout que, en fait, je me dis, moi, je prends mon cas personnel. Je suis arrivée dans Bitcoin, on va dire, de façon sérieuse parce que au départ, je cherchais en fait des opportunités en fait d'investissement. Et au fur et à mesure, en disant, mais au final, enfin, c'est quoi ce truc? Il faut que je comprenne bien avant de mettre 1 euro en fait dedans. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est venu petit à petit. Donc, en fait, je me dis, un commerçant qui dit, bon, j'accepte les paiements en Bitcoin, il voit qu'il en a en fait au début un par-ci par-là, deux, trois, quatre, cinq, six. Il se dit, attention, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose. Et c'est ce qui va lui donner l'incentive en fait d'aller se renseigner. Et puis, au bout de 2 ans, devenir bitcoiner et essayer de convaincre les autres commerçants, quoi. Absolument. Donc, chacun arrive, on va dire, par la porte où il peut. Oui, puis Euh, il y a une opportunité euh, à saisir, puisque si on est le premier commerce, le premier bar à prendre Bitcoin dans la ville, eh ben, on va peut-être avoir un petit buzz, des clients qui viendront ici spécifiquement. Si tout le monde accepte Bitcoin dans tous les bars de la ville, ben, on n'aura pas ce petit afflux. Donc, mm, être le premier à moindre frais, en fait, ça peut être stratégique. c'est ça. En fait, c'est l'effet du pionnier, quoi. Tout à fait. En plus, on a une longueur d'avance sur les autres dans l'intérêt et la compréhension. Donc, ça, c'est souvent pas mal sur les innovations technologiques. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as en tête un cas concret en France ou à l'étranger, en fait, d'entreprise, on va dire un peu grande, parce que les petits commerçants, je sais qu'il y en a de plus en plus qui acceptent via le Swiss Bitcoin Pay notamment, un cas de success story en fait d'acceptation de Bitcoin via Lightning. En France, non, parce que, comme tu l'as dit, on est plutôt dans des petits commerces. Alors, on a eu les nouvelles hein, des Carrefour, Carrefour Express à Rouen. Oui, Moi, j'y suis allé, j'ai rencontré la personne mm, qui prennent des paiements. Mais en fait, c'est des franchisés qui sont bitcoiners convaincus. oui, Donc, on ne peut pas se targuer d'un déploiement à grande échelle. Euh, Par contre, si ça fait des petits, je pense que très rapidement, un jour, Carrefour aura besoin d'une stratégie et d'une solution pour faire un logiciel de caisse qui prenne directement et qui affiche les factures et qui fasse la compta. mm, Donc, on n'en est pas à ma connaissance,
avec une référence de gros clients. Il suffit juste de regarder la BTC Map Ouais. pour voir que, par contre, il y a plein de types de professionnels différents, hein. Nous, donc moi, je suis à Rennes, en Bretagne. Donc on a des petits commerçants, on a des gens qui vendent de la viande, il y a des notaires. Enfin, il y a plein de professions différentes qui sont référencées et qui prennent Bitcoin. Et puis, pour moi, à l'international, je pense qu'un des plus gros sur Lightning en termes de commerce, ça sera un Bitrefill. Oui. Et eux, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont utiliser la propriété de Lightning de pouvoir ouvrir des canaux en continu. Donc, en fait, ils ont des canaux ouverts en continu et chaque fois qu'il y a un nouvel échange, un nouvel achat de cartes cadeaux, par exemple, en fait, ils vont pouvoir faire des flux vers les fournisseurs. Donc, en termes de volume, c'est très important, je pense. Et ça marche très bien. Il n'y a pas de. C'est une preuve à grande échelle de quelque chose qui fonctionne très bien sur Très bien. Bitcoin Lightning. Et ça, c'est important de le savoir que, voilà, que ça existe et que on n'est pas dans du bidouillage. Ouais, c'est ça. Si on parle d'une entreprise du CAC 40, oui, tout à fait, on peut se lancer absolument sur Lightning. Exactement. D'ailleurs, il y a une grosse entreprise aux États-Unis, j'oublie leur nom, je sais que c'est Steak and quelque chose. On va dire une chaîne en fait de burgers qui a annoncé récemment aussi qu'ils acceptaient les paiements sur Lightning. Alors, ouais, et la nouvelle, je pense, récente, hein, qui date d'il y a une dizaine de jours ou 15 jours, c'est le fait que ça date, je crois que c'était Bitcoin Las Vegas, donc Ouais. fin mai. C'est l'entreprise qui s'appelait Square, qui s'appelle Block aujourd'hui, donc qui fait des terminaux de paiement fiat, 1 euro, dollar, machin. Donc dirigé par Jack Dorsey, un grand bitcoiner, qui va supporter en fait nativement Bitcoin Lightning sur les terminaux de paiement. Et donc eux, ils équipent des millions, voire je sais pas, des dizaines ou des centaines de millions de commerces. Donc ça Ouais. va se faire du jour au lendemain. Et eux, ils sont intégrés avec les logiciels de caisse, etc. Donc là, on parle d'une massification du jour au lendemain de la capacité des commerces à prendre. Et je pense que on verra aussi une massification des clients Ouais. qui ont du Lightning. En fait, il y a beaucoup de clients qui ont peut-être du Lightning sans le savoir, puisqu'en fait, ils ont malheureusement encore du Bitcoin sur des exchanges, mais les exchanges commencent pour beaucoup d'entre eux, à supporter Lightning. Donc, je pense que on peut voir des étapes assez brutales et rapides. Par Ouais. contre, je ne peux pas te dire si c'est dans un mois ou dans 2 ans. J'aurais aimé te dire, c'est sûr, ça va arriver en décembre, mais non, ça, Non, mais on sent qu'il y a quelque chose parce que même à titre d'exemple d'entreprise un peu costaud aussi, il y a Revolut qui accepte aussi en fait, donc les gens peuvent s'envoyer comme ça des bitcoins sur Lightning. Enfin, en tout cas, Revolut a intégré Lightning aussi pour permettre à ses clients de s'échanger en fait du bitcoin. Donc effectivement, on sent quand même un frémissement en fait de partout. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et bah, une question, justement, dans le domaine du paiement, est-ce que les stablecoins, en fait, sur Lightning, pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise idée? je pense que, comme toutes les innovations sur Bitcoin, elles seront confrontées au réel et à la concurrence. Donc, je n'ai pas d'opinion. Je sais que il y en a certains qui poussent beaucoup ce genre de choses. Hein. C'est le vieux rêve du PDG de Tether, Paolo Arduino, de faire ça. D'un autre côté, un de ses employés récemment, John Carvalho, un grand bitcoiner OG et assez critique, grosso modo, lui, il jetait un peu l'éponge en disant ça va être, c'est pas forcément la solution dont on a besoin. Peut-être qu'on est mieux à faire du stablecoin sur une blockchain centralisée native, parce que de toutes les façons, derrière, un stablecoin, donc c'est une représentation cryptographique d'euros ou dollars, par exemple. Euh, le,
on est régulé, par exemple, si c'est du dollar, on est régulé par les réglementations américaines. Ouais. Et donc, toutes les transactions doivent être soumises au moins il y a une whitelist, hein, donc c'est une sorte de liste de permissions ou d'adresses qui sont interdites. Donc, on est quelque part sur un système centralisé, permissionné. Centralisé. Donc, tant qu'à faire de faire ça, oui, on peut le faire sur Bitcoin, mais on ne résout pas un problème fondamental. Et je pense qu'il y a déjà pas mal de solutions de stablecoin. Je pense qu'il y en aura d'autres. Bon, voilà, les stablecoins, c'est un sujet très très vaste. Je m'autoriserai pas à dire que je le maîtrise. Je pense que je le maîtrise pas. Par contre, j'ai certaines opinions très arrêtées sur à quoi ça sert. Ouais. Une imprimante un peu moins limitée, peut-être. Bah, refourguer des dollars à des gens pour qui le dollar, c'est beaucoup mieux que la monnaie locale de leur pays. Exactement. Voilà, si tu es en Égypte et qu'il y a 14% d'inflation, bah, peut-être qu'avoir du dollar sur ton téléphone, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, Et ça permet aux Américains de créer plus de dollars, donc de faire plus de dettes et de financer leur niveau de vie par d'autres personnes. Donc, d'autres personnes. voilà, c'est le jeu fiat traditionnel. Mm. Il n'y a pas de. Y a pas de. La seule grande nouveauté, c'est ça, c'est juste l'accès. Ouais. Au lieu d'avoir du papier ou de passer par une banque, bah là, on passe par son téléphone et on est directement, entre guillemets, connecté au dollar. C'est ça. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est utile parce que pour en avoir discuté justement avec d'autres personnes qui sont en zone CFA, notamment, en fait, c'est utile parce que le CFA versus dollar, en fait, il n'y a pas photo. D'un point de vue déjà accès, en fait, à l'économie mondiale. Par contre, c'est pas une révolution, en fait, monétaire comme les bitcoins. C'est vraiment, en fait, deux choses Bah, fondamentalement différentes. exactement. C'est une Ouais. révolution d'usage pour des Voilà, gens c'est ça. qui n'ont pas accès facilement. Exactement. Euh, et même pour des gens qui ont accès, mais imagine, tu es en France et tu vas avoir des francs suisses Mm. ou être exposé aux francs suisses et que tu n'as pas peur de faire confiance à deux ou trois intermédiaires pour te dire qu'ils ont vraiment les francs suisses qui disent qu'ils ont. Ouais. Mais dans certains cas, je pense que si tu as de l'USDT Tether, je pense que ça a l'air plutôt sérieux. Je pense pas qu'ils ont besoin en fait de faire de tricher ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est Ouais. plutôt sérieux. Et je comprends absolument ce cas d'usage pour des gens qui ont besoin du dollar. Donc ça peut être fait sur Bitcoin. Et je crois même qu'il y a déjà des choses qui existent, mais c'est pas comme tu l'as dit. On est plus sur une révolution d'usage qu'une Ouais. révolution en profondeur sur la monnaie. N'empêchera pas l'impression monétaire et la dévaluation du dollar. Exactement. Ça encapsule les mêmes dérives en fait qu'on a sur la monnaie fiduciaire, quoi. C'est juste que ça prend une autre forme. Bah, on arrive à la fin de l'heure, mais j'ai encore quelques questions, dont une que je me dis, il faut absolument que je te pose la question sur la partie trésorerie en fait d'entreprise. Donc une entreprise qui se dit bon moi je veux en fait avoir du Bitcoin en trésorerie. Quels sont les critères en fait qu'elle doit remplir pour y penser sérieusement? Quels sont les points clés qu'elle doit vérifier? Et est-ce qu'elle doit le faire forcément en fait en se disant je détiens mes bitcoins? Ou est-ce que la solution ETF en fait est intéressante aussi pour une entreprise? Très très bonne question. Question extrêmement importante aujourd'hui, je pense, parce je sens un début de vague Ouais, de ce côté-là. Alors, euh, on va déjà différencier les entreprises entre guillemets unipersonnelles, les entreprises qui ont du personnel. Donc, je suis une profession libérale, je travaille à mon compte, je suis consultant, je suis convaincu sur Bitcoin. Euh, a fortiori, si j'ai pas beaucoup de charges et de frais de fonctionnement, on peut facilement aller sur Bitcoin et mettre le curseur sur des pourcentages assez importants. Si on est entreprise, qu'on a des salariés, qu'on a des fournisseurs, qu'on a des charges à payer, et donc ce genre d'entreprise, typiquement, elles ont
elles peuvent utiliser leur capital pour pouvoir produire mieux, s'accroître, ouvrir de nouvelles branches, etc. Donc ces entreprises-là, elles ont des projets plutôt à court terme ou moyen terme pour lesquels elles vont utiliser leur trésorerie excédentaire. Utiliser la trésorerie en Bitcoin, dans ces cas-là, les entreprises vont être beaucoup plus circonspectes, elles vont être plus prudentes, et à mon avis, elles ont raison, parce que quoique la volatilité de Bitcoin baisse, on voit encore des grands mouvements de volatilité. Donc, mettre de la trésorerie dans Bitcoin, ça doit être de la trésorerie, pour moi, excédentaire, sur un horizon de temps de minimum 4-5 ans, préférablement 8 ans, et donc de la trésorerie dont on n'aura pas besoin immédiatement. Donc là, je pense que c'est une bonne chose. Mais quand on a du personnel des charges, des fournisseurs et entre guillemets, l'espérance de pouvoir fructifier le capital parce qu'on a des compétences, le réflexe Bitcoin n'est pas forcément naturel. Donc là, on est plus dans je ne vais pas utiliser de l'instrument monétaire pour stocker le fruit de mon travail, mon épargne. Les raisonnements que je vois, c'est plutôt des gens qui sont dans l'idée de se diversifier en termes de support d'épargne de l'entreprise. Donc, ils ont des supports d'épargne qui vont leur rapporter 8 à 10%, et puis ils vont avoir du Bitcoin par ailleurs. Il y a une responsabilité, il y a aussi des décisions à prendre qui sont souvent pas forcément des décisions qu'on prend tout seul, c'est des décisions qu'on prend en groupe. Dans le groupe, il y a des compréhensions de Bitcoin qui sont inégales. Donc là, on va y aller peut-être plus lentement. Donc pour moi, aujourd'hui, ceux qui auront voilà, on verra des entreprises avec du personnel qui mettront peut-être entre 0,5 et 5% de leur trésorerie excédentaire long terme en Bitcoin, et on verra des entreprises plutôt unipersonnelles ou des family office qui, eux, pourront aller à plusieurs pourcents ou plusieurs dizaines de pourcents, voire beaucoup plus pour certains bitcoiners voilà, nomades en trésorerie. Donc c'est vraiment il n'y a pas de cas générique, c'est différents cas particuliers. Ça reste marginal, ça l'est beaucoup moins pour les entreprises, pour les professions libérales, moi de ce que je vois, mais ça commence un petit peu je vois voilà, une sorte de petite vague qui arrive sur des entreprises de taille un peu plus moyenne. Donc, si j'extrapole un peu, en gros, c'est pas forcément une bonne idée de faire du levier en fait pour augmenter en fait son exposition à Bitcoin quand on est une entreprise. Mais c'est plutôt de l'excédent de trésorerie. Alors, ouais, Bitcoin, alors, je vais faire une réponse en deux temps. Premièrement, on va imaginer qu'on met de côté la phase de lancement de Bitcoin. On est dans la phase de lancement, on est qu'au tout début, et ça reste encore marginal. Ouais. Mais le jour où on est en phase asymptotique, Bitcoin est établi, Bitcoin est fait pour échanger de la valeur contre de la valeur, acheter, vendre, etc. Bitcoin, dans ces cas-là, on peut imaginer que Bitcoin n'aura pas des variations. En fait, Bitcoin sera l'unité. On comptera en Bitcoin, on ne comptera pas Bitcoin contre euro ou dollar. Et Bitcoin contre le prix d'un service, ça devrait rester relativement stable. L'intérêt de Bitcoin, c'est que les utilisateurs pourront stocker le fruit de leur travail et leur gain de productivité. Et donc, tous ceux qui utiliseront Bitcoin, en fait, l'économie, si Bitcoin était un pays, où la somme des entreprises qui travaillent sur Bitcoin était un pays, ce pays-là, en fait, verrait ses gains de productivité stockés dans Bitcoin et donc le prix des services baisser. Mais ils baisseront au fur et à mesure des gains de productivité des gens qui composeront ce groupe. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas parfois, je sais pas moi, une catastrophe climatique ou quelque chose. Donc il pourra y avoir des revers, mais ces revers seront très rapidement, on s'en sortira très rapidement. Mais l'idée, c'est que
comment on dit en français, en mode nominal, le Bitcoin permettra à tout le monde de profiter de prix toujours plus bas, mais de prix plus bas à mesure des gains de productivité. Parce qu'aujourd'hui, on est en phase de lancement et effectivement, tu peux espérer peut-être que Bitcoin fasse x10 en 10 ans, facilement. Oui, C'est pas, oui, là, on n'est pas du tout, mais en régime nominal, ça ne sera pas le cas parce que tu ne veux pas forcément la volatilité, tu veux justement la chose la plus stable ça, qui existe et qui représente la réalité des efforts des utilisateurs. T'es pas dans la phase de lancement. Donc oui. pour moi, ça euh, voilà, c'est vraiment la première partie de la réponse. Après, j'ai oublié le début de la question. Non, non, c'était par rapport aux entreprises, en fait, aujourd'hui, comme stratégie ou Ah oui, le ce levier. blockchain, ouais, le levier, qui font du levier, en fait, pour, Alors, parce que ça diffère de ce que tu as décrit tout à l'heure, qui est plutôt, en fait, d'être dans de l'excédentaire, en fait. Donc, prendre de l'excédent de trésorerie. Mais eux, ils en ont fait carrément une stratégie d'entreprise qui est de hmm. pouvoir s'acheter le plus de Bitcoin possible. Ouais, en fait, ce que je voulais, l'idée, la première partie de ma réponse, c'était pour de dire quand Bitcoin Mm, sera super stable et sera stockage de gains de productivité et déflation continue grâce à la technologie, on mm. pourra stocker 99% de sa trésor en Bitcoin, ça sera la trésor. C'est pas un Oui, c'est ta problème. trésor. Mais ça sera en régime nominal. Mm, Là, aujourd'hui, euh, il y a de la volatilité, donc les entreprises doivent avoir du Bitcoin pour faire face à l'incertitude du futur, mais ne peuvent pas trop en avoir pour faire face à l'incertitude sur Bitcoin et à la spéculation. Et donc oui. le levier, il faut laisser ça aux professionnels qui prennent leurs risques. Mm, Il y en a qui vont refourguer du levier au retail, donc aux particuliers qui vont acheter des choses à levier et qui vont tout perdre ou qui vont perdre une partie de leur mise. Hein. Donc il y a des entreprises qui sont des entreprises zombies, qui n'ont pas de modèle économique et qui vont en fait juste continuer à acquérir du Bitcoin. Et parmi celles-ci, il y en a pour lesquelles ça peut être légitime de se dire j'ai besoin de refondre ma stratégie d'entreprise, j'ai besoin de gagner du temps, je mm. vais faire un peu de levier bancaire, mais avec des bons ratios qui ne vont pas m'exposer, moi, mon entreprise. Et il y en a qui vont juste, euh, je pense, prendre trop de risques. Euh, dans une phase d'exubérance, prendre encore plus de risques sans forcément les dévoiler. Et on verra peut-être. Enfin, si on a un Bitcoin qui monte très fort dans les prochains mois, années, ce qui n'est pas impossible, ça sera peut-être dû en partie à ces entreprises. Et Ouais, dans ces cas-là, on aura une phase de chute parce que certaines, en fait, il y aura eu trop de leviers et quand il y a trop de leviers, bah, à des moments, il y a des liquidations et on verra. voilà, Voilà, c'est ça, le marché voilà, on punit. peut avoir ça. Ouais, et donc, euh, je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent. Et pour des entreprises qui ne sont pas des entreprises financières, qui font de l'argent avec de l'argent, qui ont un vrai core business, Mm, il n'y a aucune raison d'aller là-dedans. Ou si elles le font, il faut que ça soit très bien raisonné et bien maîtrisé. mm. C'est ça. En tout cas, faut faire attention. Et moi, le point que je retiens aussi, qui fait partie de ma réflexion là-dessus, c'est que justement, en achetant, par exemple, en fait, en s'exposant à ces entreprises, en fait, on achète des produits en fait structurés, compliqués, sans s'en rendre compte. Parce qu'en réalité, on n'achète pas de Bitcoin. Ah bah non, et puis elles le détiennent même pas. Mm, Elles ont un compte chez Coinbase avec une interface homme-machine qui lui dit qu'elle détient tant de Bitcoin. mm, Après, tant qu'elle ne fait pas l'effort de vérifier euh, cryptographiquement la possession des clés, mm. il y a un risque de contrepartie. Donc, et il y a plusieurs intermédiaires, donc c'est un premier risque. Donc oui, c'est sûr en fait que dans la masse, il y en aura. Et plus elles sont grosses, plus elles devront vendre le soir beaucoup de Bitcoin et plus on peut avoir voilà, un événement de liquidation qui précipite d'ailleurs d'autres événements de liquidation qui sont les particuliers qui ont prêté leur Bitcoin contre des 0 $. Et ces gens-là, Mm. ils ont pris aussi, bah, ils ont un seuil de liquidation et ils risquent de Tout à perdre fait. aussi. Donc, Mm. le plus important, enfin, Bitcoin, c'est la liberté financière. En fait, on peut être dans Bitcoin pour la performance, Mm. pour la liberté financière ou pour les deux. Mais
à partir du moment où on a compris qu'on peut avoir la liberté d'utiliser son argent quand on veut, comme on le veut, sans avoir à demander la permission, on se doit de détenir les clés. Ça demande Ouais. de s'être formé, hein, donc on fait tous des formations sur la self-custody et Mm. j'en fais régulièrement et c'est important. Euh, Après, les gens peuvent dire c'est pas pour moi. Après, les gens peuvent dire je préfère commencer par un intermédiaire et puis au fur et à mesure Petit à petit. retirer mes bitcoins. Il y a même des ETF qui te proposent de convertir en bitcoin. Mm. Donc, ça t'évite un événement de taxation. Alors, tu fais confiance aux détenteurs de l'ETF, enfin, à l'émetteur de l'ETF pendant ce temps-là, mais tu peux avoir des sorties en vrai Bitcoin dans certains cas, donc ça peut être intéressant. Aux États-Unis, ils ont demandé, hein, même BlackRock, je crois, ils ont demandé le redeem in kind, c'est-à-dire d'être capable de Ok. récupérer en nature, en fait. Je ne Ouais, sais parce pas que où ça eux, en est, mais c'est du spot, donc ils ont des bitcoins derrière. En tout cas, ils sont censés les avoir. tu connais le même. Tu as tous les ETF Bitcoin et que ça tient sur un petit Un truc petit truc. qui s'appelle Coinbase. Il suffit que Coinbase se fasse hacker Et bam. pour que nous, avec nos Bitcoins en propre, on se retrouve pas mal en fait. Ouais. Euh, ouais, donc je pense qu'il faut être prudent et je pense que la self-custody, c'est un. J'ai mis une petite image, je crois que c'est le slide numéro 3. Ouais. Je vais La l'ajouter. self-custody, c'est la personne voilà, ça fait peur au départ, surtout quand on fait les premières transactions. Ouais. Tu es d'accord, hein, si tu te souviens, la Ouais, je me première souviens. fois. Si tu regardes 25 fois le truc, tu commences à avoir les yeux qui partent comme ça parce que c'est difficile à lire quand même les clés. Et donc, l'analogie que j'aime faire, c'est de dire, euh, imagine que tu vis dans une ville, mais que tu n'as jamais traversé la route tout seul, on t'a toujours tenu la main. Mm. Euh, c'est effrayant la première fois que tu vas sortir tout seul et le faire. Il y a des vrais dangers. Il y a des gens qui sont morts et il y a des gens qui continuent à mourir pour Mm. que le système s'améliore. Donc le système n'est pas sans danger. Mais pour autant, aujourd'hui, on a cette liberté de marcher librement dans la rue, de traverser la rue comme on veut. On laisse nos enfants le faire. Ça se passe très bien. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous retirer cette liberté de traverser la rue comme on veut. Et c'est la même chose avec Bitcoin. On a le degré de liberté d'utiliser son argent, d'être responsable, donc de vivre en responsabilité, d'être sa propre sécurité et de revoir périodiquement ces mécanismes de sécurité. Mais une fois que tu l'as fait, tu as gagné un degré de liberté et je pense que l'homme est fait pour la liberté. C'est compliqué en termes d'idées de faire désapprendre à quelqu'un un degré de liberté. C'est vrai. Euh, et, et- et voilà, c'est toujours ce que je dis. Donc, c'est un degré de liberté qui n'est pas sans contrepartie, puisqu'il faut se former, il faut Mm. apprendre. Voilà, il y a des vrais dangers, mais ça se passe très bien pour tous ceux enfin, voilà, pour la majorité. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est clair. Bah, en tout cas, j'aime beaucoup cette analogie parce que c'est sûr que si aujourd'hui quelqu'un qui a appris à t'arrêter tout seul et à marcher tout seul dans la rue, tu lui dis demain, non, non, il y aura quelqu'un qui va t'accompagner en fait tout le temps ou maintenant tu peux plus le faire pour même pour ta propre sécurité soi-disant, en fait, ça sera bah non, 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 j'ai pas envie. Donc effectivement, faut prendre le temps en fait d'apprendre, de se former parce que c'est quand même ouf. Moi, les premières fois que j'ai fait des transactions comme ça, mais vraiment pair à pair, je me suis dit, mais oh, c'est génial. Et puis surtout quand tu peux le faire, en fait, avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, en fait, sans demander la permission à personne, sans signer de formulaire, en fait, où on te demande, en fait, si ce n'est le nom de tes aïeuls, limite, quoi. Mais c'est fait, mais enfin, c'est assez extraordinaire quand même, en fait, cet objet. Tout à fait. Je pense qu'il y a un avant et un après. Mm. Et pour les entreprises, il y a un coup d'opportunité de dire je vais passer du temps à prendre Bitcoin ou faire autre chose. Et c'est vrai, et je pense que toutes ne sont pas prêtes. Mm. La marée, enfin, je défendrais cet apprentissage versus d'autres apprentissages en disant
l'entreprise va travailler toute sa vie pour gagner de l'argent. Elle devrait investir un petit peu sur sa connaissance de ce qu'est l'argent, euh, indépendamment du fait qu'elle fasse le pas ou pas de partir sur Mm. Bitcoin, au moins la partie formation et apprentissage pratique, il faut essayer. Je pense que ça ouvre beaucoup voilà, les perspectives. C'est ça. Et tu rencontres, quand tu discutes avec des prospects, des entreprises, quelles sont les objections en fait que tu rencontres souvent? Oh bah j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, ou je connais pas. Je pense que c'est vraiment ça en fait. Mm. Et donc moi ma réponse c'est un peu ça, hein, c'est de dire il y a un coût d'opportunité, mais le retour sur investissement il est plus important que d'autres formations parce que Mm. là vous vous intéressez premièrement à votre connaissance de la monnaie et entre guillemets vous voulez avoir une entreprise en bonne santé et votre intérêt c'est de pouvoir survivre à certains chocs Mm. ou comme diraient certains, la répression financière, ça peut être simplement toute la partie taxation ou le bon taux fiscal qui n'en finit pas. Ouais. Euh, et donc l'entreprise, elle veut pouvoir en fait vivre de ses services et être résiliente. Et la résilience, bah, ça se construit et ça se vérifie. C'est comme la sécurité, c'est pas fait pas statique. Et donc Ouais. quand on a travaillé dur, on a du capital, donc voilà, de l'effort qu'on a mis de côté, et on veut avoir différents outils pour pouvoir utiliser ce capital au bon moment et en faire ce qu'on veut. Et je pense que Bitcoin, dans ces cas-là, est absolument indispensable dans la boîte à outils, en fait. En tout cas, moi, je pense que c'est plus risqué de ne pas être au courant de Bitcoin que de l'être. Donc, à partir de là, on peut faire le ratio coût-bénéfice, en fait, bah, d'être au courant, ne serait-ce que parce que c'est une technologie, en fait, du futur. Enfin, en tout cas, le futur va composer, en fait, avec Bitcoin. Donc, Ouais, alors j'ai une question pour toi, justement. ouais. On, il y a une théorie qui circule chez les bitcoiners. Déjà, en général, on est comme on a la phase de lancement, il y a les premiers qui vont venir. Donc, ce sont déjà, les premiers vont montrer aux autres et les autres suivront en fait, hein. Il y a Mm. 80% de gens qui seront un petit peu moutons. Et est-ce que il y a une théorie qui circule qui dit que aujourd'hui, on est quand même encore sur des profils des gens qui sont quand même plutôt intuitifs, qui ont une compréhension intuitive de la monnaie ou qui ont une facilité intuitive pour pouvoir rassembler différentes branches du savoir. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Alors, moi, ce que j'observe, c'est que les gens qui sont on va dire, les adoptants, en fait, de maintenant, pour la plupart, ont une bonne compréhension, en tout cas, de la monnaie et de l'économie. Donc, à tel point que j'ai l'impression que c'est une condition, en fait, sine qua non, en fait, pour comprendre Bitcoin. Donc, de comprendre, en fait, le fonctionnement de la monnaie, de savoir que bah, y a une arnaque en fait dans l'histoire et se dire ah tiens et de raccrocher en fait les wagons avec Bitcoin. Donc en tout cas aujourd'hui pour on va dire les gens soit que j'ai interrogés ou avec qui je discute, j'ai vraiment l'impression qu'on est encore en fait dans une phase où la population qui s'intéresse à Bitcoin, c'est des gens qui ont une très bonne compréhension en fait de la monnaie et en tout cas de l'économie de façon générale. Ouais, mais en fait, moi, Mm, ce que je vois, c'est que c'est aussi des gens qui ont une compréhension intuitive de la mm, monnaie. mm, Tu travailles pour un sandwich, tu prends un billet de 10 euros. euh, cet effort que tu as consenti, tu as consenti à l'échange, tu veux pouvoir le réutiliser. Et si quelqu'un mm. d'autre arrive et invente ce billet de 10 euros sans avoir fait d'effort, intuitivement, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir fait des études, des grandes écoles pour avoir une compréhension intuitive que la monnaie, en fait, c'est le registre des faveurs et que il doit être honnête. Et Et après, ouais, c'est ça. exactement. Et donc, il y a pas mal, voilà, pour moi, il y a pas mal de gens qui ont cette compréhension-là et c'est plutôt Mm, des entreprises qui sont dans le concret, des gens qui taffent, qui vendent des choses, qui produisent des choses. mm, C'est pas des gens qui sont euh, entre guillemets, dans une rente de situation où l'argent tombe tout seul
parce que c'est un budget qui est alloué par un autre truc qui arrive avec un budget. Et donc, en fait, entre Mm. guillemets, ils n'ont pas la posture de toujours avoir à imaginer quels vont être les clients de demain, de vendre, de faire le suivi, d'être. Toi, effectivement, la première population est beaucoup plus comprend en fait plus Comprends, ouais, c'est ça. rapidement, voilà. Même, moi, ça me fait. Je discutais avec une personne, profil très intéressant, donc qui comprend bien la technique, etc. Mais elle me dit, j'arrive pas à saisir en fait l'intérêt de Bitcoin. C'était très frustrant pour elle. Et quand je lui ai expliqué ça sous le prisme de l'énergie, donc on conserve en fait, on fournit de l'énergie pour un travail. Donc en fait, cette énergie, on veut pouvoir la déplacer à la fois dans l'espace et le temps. Donc, dans l'espace, je veux pouvoir les dépenser ailleurs, ou dans le temps, je garde mon énergie pour pouvoir l'échanger contre l'énergie du boulanger, en fait, demain, parce que pendant ce temps-là, moi, j'étais en train de taper sur mon ordinateur et lui, il faisait du pain. Donc, on échange. Et en lui expliquant comme ça, en fait, elle m'a dit, mais oui, effectivement, et on va dire sous le prisme vraiment économique, parce qu'elle elle était vraiment focalisée sur la technique, les nœuds, les machins, les trucs. Et en lui expliquant sous le prisme économique, elle avait une meilleure compréhension en fait de ce que c'était. Et puis du coup, sa question tout de suite, mais du coup, c'est quoi le rationnel de toutes ces autres crypto-monnaies? Je lui ai dit, bon, laisse tomber, il n'y a rien à comprendre. Non, mais alors, ouais, moi j'ai une liste de 12 ou 15 points qui me permettent de dire rapidement pourquoi, enfin, quels sont les dangers avec les autres tentatives hein, de copier quelque chose qui est rare. Et donc, si c'est rare, c'est pas pour être copié. Ouais, Donc, ouais, je pense nous, on cherche pas à faire du prosélytisme, à convaincre les gens. On est là pour pouvoir proposer une alternative. Si c'est désirable, les gens l'adopteront. Par contre, je pense que si quelqu'un nous interroge, pourquoi on ne fait pas autre chose, on peut peut-être pointer vers les dangers donc voilà, du monde crypto en général, qui est pour moi vraiment dans le fiat. Hein, tout parce à que, en fait, fait, pour une je suis raison ou d'accord. pour une autre, il y a de l'humain derrière, donc il y a des tentations, il y a des Mm, dérives, on les voit. Moi, j'ai écrit un papier juste sur les protocoles, en fait. mm, Le fait que les protocoles ouverts, qui sont contrôlés par personne, en fait, vont faire un écosystème. On va avoir un écosystème de protocoles, et c'est eux qui vont faire un petit peu, tu sais, comme dans la forêt, les feuilles qui tombent, tu as les châtaignes, les marrons, tu as tout un écosystème avec les bactéries, et puis ouais, cette sorte voilà, de terreau fertile, de l'open source et des protocoles font qu'en fait c'est facile de construire et tu n'as pas le danger d'être prisonnier soit par une société, soit par l'arbitraire de quelqu'un qui au départ te jure que c'est pour le plus grand bien et puis en fait très rapidement ça dérive et en fait quand c'est fermé ou c'est contrôlé, bah, ça se termine très peu souvent bien quoi. c'est vrai. Donc Voilà. Après, moi, enfin, en tout cas, dans le cadre de cette conversation, je lui ai dit à ce niveau-là, en fait, c'est mieux de se focaliser sur la compréhension de Bitcoin. Après, je pense qu'il y a peut-être des innovations, en fait, qui vont arriver dans le secteur large des cryptos, mais je pense que le côté révolution monétaire, en fait, et cette compréhension de je veux conserver mon énergie, pour moi, à ma connaissance, il n'y a que Bitcoin, en fait, qui l'a, quoi. Et sur les autres projets, on est vraiment sur d'autres choses, quoi. Faut bah, pas forcément avoir. c'est quel problème tu veux résoudre et quels Ouais. sont les problèmes les plus importants à résoudre et Mm, pourquoi mm, Bitcoin only parce que le problème le plus important qu'on peut résoudre aujourd'hui pour la société et pour nos enfants et pour le futur, c'est le problème d'avoir une monnaie saine, les fondations d'une société et ensuite tout le reste découlera en fait. Donc c'est mm. le il y a tellement en fait Bitcoin c'est tellement riche d'innovation sur la partie monnaie et puis vie privée hein. C'est Mm. le corollaire de la enfin ce qui vient avec la monnaie c'est aussi la vie privée etc. Et je pense que c'est un super voilà, c'est une super innovation. C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Elie. Franchement, c'était super. On a largement dépassé le temps, mais je Ah pense que maintenant on doit une demi-heure à faire sur tous les modèles économiques, on en a 42 là. Euh,
Non, mais on peut passer plusieurs jours, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut se former. Moi, C'est ça. le seul appel, c'est faites des formations ou venez au meet-up, mais voilà. En tout cas, faut pas, je pense, c'est à minima, avant de se faire un avis et de se laisser en fait remplir la tête par les médias en fait mainstream, il faut savoir ce que c'est et puis se dire bah si ça t'intéresse pas, mais au moins en fait tu as fait la démarche de savoir et de comprendre par toi-même et puis de juger en fait si c'est un intérêt pour toi ou pas. Tout à fait. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup et j'espère que je vais pouvoir te réinviter en tout cas à nouveau parce que je pense qu'on a encore beaucoup de sujets à creuser ensemble. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super avec beaucoup de valeur que tu as apporté aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci Elodie. À bientôt. À bientôt. Salut.